Je vous parle de mes séries vues pendant le mois d'avril et de mai. Au programme 5 séries, certaines connues, d'autres moins. C'est parti. Première série, on va parler de la saison 3 d'Euphoria. Donc vous avez fait une vidéo visionnage du premier épisode de la saison 3 qui était très attendue, mais les questions se posent quant aux avis problématiques de la série et de son créateur Sam Levinson, en particulier cette troisième saison. Euphoria est une série qui est quand même devenue une véritable empreinte dans la culture populaire et l'histoire de la série, et en particulier de chez HBO pour son esthétique. On doit à Pietra Collins, mais aussi aux sujets évoqués comme les années lycée et les addictions aux substances sexuelles, etc. Euphoria, pour rappel, est une série créée en 2019 et une adaptation d'une mini-série israélienne du même titre, créée par Ron Deschem et coproduite par le rappeur Drake. Bien que ces informations sont assez problématiques. Dans la troisième et dernière saison, on suit les mêmes personnages mais après le lycée, donc le groupe est éclaté et chacune tente de se faire une place dans ce monde via leur carrière respective ou d'autres stratégies monétisées comme Cassie et OnlyFans, Maddie en tant que manager, agente de personnalité ou Jules comme Sugar Baby. Dans cette saison, on se concentre majoritairement sur les trajectoires de Rue et Cassie, même si les personnages sont là, mais sont devenus assez accessoires quant à leur développement, comme on peut le voir avec Jules ou Nate. Nate, par exemple, est devenu un peu une sorte de running gag dans toute la saison, et a fini par être le trope de la femme dans le frigo, qui est assez un point positif, je trouve, dans l'écriture de cette série. La saison 3 était donc très attendue, comme je vous le disais juste avant, et donc j'avoue que je me devais de finir cette saison et cette série, du coup, pour suivre les arcs narratifs de certains personnages, comme celui de Rue, incarné par Zendaya. Honnêtement, vous avez dû voir les autres critiques en ligne, et c'était très compliqué à voir comme suite, parce que ça devenait vide de sens, basé sur la provocation gratuite. La série a été réputée pour sa direction artistique et sa musique, deux éléments qui ne sont plus là dans la troisième saison. Le départ de Labyrinthe a été très soudain pour des raisons que l'on ignore encore, mais je crois que c'est potentiellement parce qu'ils ont utilisé de l'IA sur sa musique, qui a été annoncée il y a quelques jours, et elle a été remplacée par Hans Zimmer. D'ailleurs, j'étais assez choquée que ce soit lui, parce que quand même, c'est Hans Zimmer, c'est genre une empreinte dans la bande originale de film, la composition, et vous écouterez par vous-même, la bande originale de la série est assez médiocre. On se rend vite compte en fait de la pauvreté de l'écriture de la saison. Visuellement, voilà, ça marche, mais ce n'est pas extraordinaire. Les vêtements et les maquillages sont très beaux, etc. Mais c'est pas suffisant à sauver la série comparé aux deux précédentes saisons. C'est très bouillon et je pense qu'on est beaucoup à avoir regardé la dernière saison par devoir parce qu'on veut justement savoir ce qui se passe avec Rue. Elle était prise dans un engrenage assez chaud et finalement c'est ce qui va la mener à sa mort. Si vous avez vu la fin de la saison, ou de la série, je vous donne un peu mon avis sur la fin de la série. Je trouve que c'était un super final et que justement ça excuse un peu, je trouve, tous les anciens épisodes qui menaient à rien du tout, qu'on avait des choses assez provocantes et gratuites. J'étais très contente de retrouver donc le personnage de Colman Domingo qui justement va être plutôt central dans cette saison. On s'attendait tous en tout cas à la mort de Rue et c'était très intéressant comme final, mais je pense que c'est bien que voilà, on arrête à 3 saisons. En deuxième série, on va parler de Off Campus. Off Campus est une série américaine développée par Louisa Levy qui vient de sortir il y a pas très longtemps, le mois dernier. Il s'agit à la base d'une série littéraire du même nom publiée entre 2015 à 2021, créée par l'autrice canadienne Elle Kennedy. Dans cette première saison, on va suivre donc l'intrigue du premier livre de la série littéraire qui s'appelle The Deal et qui raconte l'accord mutuel passé entre Anna Wells, une élève brillante, discrète et précaire, et Garrett Graham, capitaine de l'équipe de hockey, dit Nepo Baby car son père était un joueur de NHL très connu. On suit d'autres personnages en parallèle qui sont dans leur entourage respectif. Et donc le deal, ou l'accord entre Anna et Garrett, est très simple. Garrett prétend être le petit ami d'Anna et lui donne des conseils pour qu'elle puisse attirer l'attention de son crush Justin, un étudiant et un musicien. En retour, Anna l'aide à avoir à la moyenne en philosophie pour que Garrett puisse continuer à jouer au hockey. Donc comme prévu, vous comprendrez vite que le deal a été vite rompu. Décidément, les adaptations de romances canadiennes de hockey, on le voit en poupe cette année. Je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé de base, ce genre de série, mais depuis Heated Rivalry, je me suis dit ok, allez, pourquoi pas regarder ce truc et comprendre la hype qu'il y avait en cours il y a quelques semaines. Et le genre slow burn et le trope Enemy to Lovers par contre me plaît beaucoup, donc j'ai voulu vraiment voilà tout suivre la hype avec les autres personnes en ligne. Je n'ai pas lu les livres, mais il y a beaucoup de bonnes idées globalement, par exemple sur la question de l'agression qu'a subi Anna, le lien père-fils qu'entretient Garrett et son père, et évidemment toute la question du consentement, surtout à cette période année lycée et université. Sinon globalement, il y a un peu tous les clichés possibles et imaginables à l'américaine, bien que ce soit une romance canadienne. Donc par exemple, il y a le bizutage, tout le monde est incroyablement beau et belle et font du sport, pendant que d'autres galèrent, cumulent 3 jobs étudiants et se battent pour avoir des bourses afin de payer leur année universitaire et juste finir leur cursus. Donc de base, je pense qu'il faut aimer ce genre de film ou de série, ce qui est pas trop mon cas. J'ai eu du mal à comprendre la hype, j'avoue que j'ai vu certaines personnes regarder cette série en boucle. En tout cas, j'ai regardé la saison 1 en une journée, donc je comprends encore le fait de le voir une fois éventuellement, et le fait de regarder en boucle, je suis pas sûre. Puisque l'on parle de hockey ici, beaucoup comme moi vont vouloir comparer Heated Rivalry à Off Campus, ce qui est totalement différent. J'avoue que j'ai pas forcément envie de rejoindre non plus la secte malsaine de Heated Rivalry. Je pense que bien que le hockey soit le dénominateur commun entre les deux séries, on ne peut pas du tout comparer les deux histoires qui peuvent se passer dans ces séries. J'étais assez surprise pour le personnage de Jules, qui est le seul
personnage non binaire et qui par ailleurs a été inventé en fait pour l'adaptation, probablement pour des raisons de représentation sur les écrans, sauf que là j'ignore si ça passe bien côté fan du livre et les personnes concernées. À la base, l'ami de Gareth, donc Logan, a un frère dans le livre et donc Jules dans la série, et donc elle se fait un peu détester parce que déjà sa personnalité, mais aussi juste parce que Yen n'existe pas dans le livre. Et j'ai trouvé ça intéressant avec ce personnage, c'est qu'à l'inverse d'Itel Rivalry, la commentatrice est une étudiante et donc va donc pas être un simple commentateur de hockey. La question des privilèges aussi se joue beaucoup entre Logan et Gareth, ce qui me semblait beaucoup plus intéressant à creuser qu'un simple triangle amoureux entre Gareth, Logan et Anna. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'initiative de la part d'Amazon, c'est de mettre des trigger warnings en fait pour certains débuts d'épisodes qui parlent de sujets sensibles, avec un téléphone dédié pour les personnes qui auraient été victimes de même genre d'agression. Donc du coup c'est un numéro américain je crois, donc voilà. La série connaît un grand succès malgré les incohérences évoquées par les fans du livre, et le tournage de la saison 2 va débuter très bientôt. En troisième saison, on va parler de Mentalist, donc j'avoue que je suis pas sûre d'ajouter cette série dans cette liste, mais ma foi, je trouve qu'elle reste bien divertissante 15 ans plus tard. J'ai vu qu'elle refaisait un peu surface en ligne il y a quelques mois, et du coup ça me donnait envie de la revoir, comme je l'avais suivie moi du coup en direct à l'époque. Mentalist est une série qui raconte les enquêtes résolues par le CBI, dirigée donc par Teresa Lisbon, Agent Cho, Agent Rigby et Van Pelt, accompagné de Patrick Jane, un ancien prestidigitateur et voyant, employé comme consultant dans le bureau de CBI. On suit diverses enquêtes à travers cette saison, tout en apprenant petit à petit qui est John le Rouge, un tueur en série qui signe ses meurtres par un smiley et qui a assassiné la femme et la fille de Patrick Jane. À l'époque, la psychologie et les crimes n'étaient pas du tout encore très à la mode, donc ça apportait vraiment un vent de fraîcheur à la télévision. Même si on évoque des sujets assez durs, Patrick Jane reste quand même un personnage qui, voilà, malgré son vécu, a toujours de l'humour et des petits running gags et donc ce côté solaire, tout en ayant justement ce rythme de résolution d'enquête, donc une enquête par épisode. En série similaire, je pense à la série donc BBC Sherlock ou encore Mindhunter. On finit cette vidéo avec Rivals. Donc Rivals, c'est une série britannique créée par Elliot Egarty. C'est une adaptation du roman du même nom écrit par J.D. Cooper. Elle a été diffusée en 2024 et la saison 2 est en cours de diffusion. Nous sommes dans les années 80, dans la comté anglaise, pendant l'âge d'or de la télévision. On suit donc trois personnages: Robert Campbell Black, un homme politique, Declan O'Hara, présentateur télé et débatteur politique, et Lord Tony Badingham, à la tête d'une chaîne télé régionale appelée la Corinium. Ces trois personnages sont voisins dans le comté anglais fictif du Rothshire et sont donc rivaux. J'étais hésitante à regarder la série depuis 2024 et du coup, vu que la saison 2 est sortie tout récemment, j'ai voulu quand même tenter de regarder cette série et j'avoue beaucoup aimé. J'aime beaucoup les acteurs déjà, donc David Tennant et Aidan Turner, et aussi Catherine Parkinson qui joue dans l'une de mes séries favorites, IT Crowd, et aussi a eu un rôle dans la série Sherlock. La bande originale est superbe parce que du coup c'est toute une bande originale années 80 et le rythme de la série est vraiment bien je trouve. Le seul truc un peu chiant je trouvais c'était plutôt les scènes de sexe, des fois elles sont un peu gratuites et je trouve qu'elles n'apportaient pas forcément d'éléments dans l'intrigue principale, mais bon ça va bien avec le côté un peu drama pimenté, donc pourquoi pas. En série similaire, je vous avoue que l'ambiance m'a beaucoup fait penser à la mini-série Quiz sortie en 2020 et aussi la série Profession Reporter, qui sont deux séries que j'aimerais bien vous parler prochainement j'espère, donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà pareil avec 5 nouvelles séries à regarder, et vous, quelles sont vos séries du moment? N'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis concernant les séries qu'on a parlé dans cette vidéo ou me faire part de vos recommandations.